Geopolitics of Hospitality. This panel explores the geopolitics of hospitality, questioning the contemporary dynamic of itineraries and itinerancies linked to welcoming and otherness through a critical realm of through a critical realm approach. It examines how maps and analytical tools reveal the tensions between sovereignty, security, vulnerability, and identity. By mobilizing an empirical and rational reading of geographical, historical, can you guys hear me now? Okay. Sorry. Okay. So this panel explores the geopolitics of hospitality, questioning the contemporary dynamics of itineraries and itinerancies linked to welcoming and otherness through a critical realm approach. It examines how maps and analytical tools reveal the tensions between the sovereignty, security, vulnerability, and identity. By mobilizing an empirical and rational reading of geographical, historical, emotional facts, the discussions aims to deconstruct the determinisms that justify the protection and identity archipelagos in the face of the challenges of otherness. The framework makes it possible to rethink hospitality as a global and multidimensional geopolitic issue, while proposing a renewed vision of hospitality practices and strategies in, in a changing world. So we will be having Mamfa Tunyon, a visiting professor at Columbia University, associate professor at Carnegie Mellon University, director of CBESA, Center for Black European Studies and the Atlantic. We will also be having Yasmin Itzaba, who is artist and researcher. We will also be having Fatou Seydi Singamsa, activist for social justice, human rights, and fair practices, founder of ABISA, African Bureau for Immigration and Social Affairs, and co-founder of Black Immigrant Bail Fund. This panel will be moderated by Ibrahim Asila, lecturer in political science at University Gaston Berger, and associate professor at University Sheikh Anta Diop of Dakar and University of Lomé. And we will also be having Ola Hassanain, and I will proceed to be reading each of the panelists and the moderator's bio. So please bear with me. I'll make it quick. I will start with Ola. Ola leads a critical spatial practice as a visual artist with architecture training. Ola premises her work on an idea of space as political discourse, an expanded notion of space that tries to develop spatial literacy, which can aid us to imagine different political ecologies. Ola's development of critical spatial practice is partly informed by her post-academic training, a current teaching role at KABK, Royal Academy of Art in Hague. And I'm sorry if I mispronounced this, but Recherche Academy Residency 2021-2023, Bachbasis Wurkunst Fellowship 2017-2018, main tutor and co-development of the Blackness Master Course Sandberg Institute, teaching art and context at HKU University at the Arts Utrecht at the Fine Art Department. Ola's work was exhibited in a solo at Bureau Stedelijk 2024, Hartwood Art Foundation Commission showing at Casco Art Institute in 2021, Ghana Contemporary Art Foundation 2023, Chicago Architecture Biennale 2019, and Sharjah Architecture Triennale 2019. Let's give a round of applause for Ola. Fatou Seydi Singamsa
Sadie Sa is an award-winning social justice advocate, human rights activist, and curator of equitable practices through lived experiences. She is the founder of African Bureau for Immigration and Social Affairs, and co-founder of Black Immigrant Bail Fund. A Senegalese native, Sadie is a graduate of Wayne State University School of Social Work and Mary Grove School of Social Justice. Her passion for social equity drives her commitment to advocacy at the intersections of racial, immigration, social and economy, religious, and gender issues. Sadie is a court interpreter, a Detroit Equity Action Lab Fellow, a Michigan Political Leadership Program Fellow, and a New American Leaders Fellow. Mother and lay leader in her community, Sadie teaches weekly West African dance classes in the city. Sadie curates the vision of a multicultural, multifaceted, built on acknowledgement and understanding, courage, transformation, and service. We have Yasmin Edsabah. In her practice, Yasmin explores potentials of human agency by engaging in experimental collective work processes. These include archiving practices such as negotiations around potential digital archive assembled or reassembled in collaboration with inhabitants of Burj al-Shamali, a Palestinian refugee camp near Tyr, Lebanon, and radical pedagogical projects such as Ses Milanes Reyes, I'm sorry if I mispronounced, A la Natura, a self-organized forest kindergarten in Buñola, Spain, using nature as its main infrastructure. Photography often acts as a medium for her to communally investigate notions of collectivity, power, and endurance. For example, in her engagement as a member of the Arab Image Foundation, a practitioner-led archival institution, and as a focus in her PhD in art theory and cultural studies from the Academy of Fine Arts in Vienna. Next, we have Ibrahima Silla, lecturer in political science, has been teaching at the University of Gaston Berger of Saint Louis since 2004. He is also associate professor at the University Cheikh Anta Diop of Dakar and at the University of Lomé, a specialist in political imaginaries. In research focuses on ideologies, geopolitics, political communication, and political cultures in Senegal and elsewhere. A prolific author, he has published several works including L'intelligibilité du politique, Communiquer en politique, et Mauvaise ambiance démocratique. In 2020, he offered a synthesis on his teachings in Introduction à la science politique, published by L'Harmattan, which also published his doctoral thesis in 2024, 20 years after its defense, under the title Le Fatalisme en politique. In addition, he has collaborated on a 6-volume collective work with Professor Magueye Kassé, exploring work of the artist Le Berger de l'Île de Ngor. In addition to his publications, Ibrahima Silla has played a key role in academic administration, heading UGB's Political Science Department from 2014 to 2016, serving as Director of Communication and Marketing from 2007 to 2010. As a teacher, he teaches courses ranging from international relations to political semiotics, with a strong commitment to the intersection of social and political sciences. He is recognized for his contribution to critical reflection on democratic practices and political imaginaries in Africa. Last but not least, we have Mamfatou Niang. Mamfatou is Associate Professor of French Studies at Carnegie Mellon University, the founder, director of the Center for Black European Studies in the Atlantic, and an artist in residence at Atelier Médicis in Paris. She has curated a summer workshop on Blackness in the Atlantic for the Terra Foundation of American Art, and is currently the international curator for Rio de Janeiro Flute Festival. She is the author of Identité Française and the co-author
of Universalism. Her recent research examines Black geographies, Blackness in France, and institutionalization of Black studies. In 2015, she co-directed Marianne Noire, a film in which 7 Afro-French women unravel what it means to be Black in French, Black in France. Dr. Nyan is currently a visiting professor at Columbia University, where she is working on a manuscript tentatively titled Mosaica Negra, Blackness in the 21st Century France. So please help us welcome everyone that is taking part in this panel. Et bonne séance. Bonjour à tous. Tout d'abord, des mots de remerciement à Raoult, je pense, qui a organisé ce symposium, et à toutes les personnes qui ont participé et qui ont donné une dimension fort intéressante à cette rencontre qui se veut scientifique, qui se veut intellectuelle et qui nous permettra d'appréhender un certain nombre de problématiques au terme desquelles nous pourrons peut-être sortir avec des solutions pour notre existence. Depuis quelques jours, on a abordé la problématique de l'hospitalité ou même la question de l'hospitalité à travers, on va dire, des idées, des théories, une utopie ce matin. Et ce dernier panel entend intégrer une autre dimension. Une dimension qui prend en compte quelque chose de fondamental dans toute lecture qu'on voudrait objective, pertinente, quand on aborde des questions comme l'hospitalité. Je veux convoquer les cartes. Parce qu'on ne peut pas penser l'hospitalité sans projeter nos imaginaires, notre esprit sur ces espaces, ces lieux où se déploie éventuellement l'hospitalité. À partir des cartes, nous pouvons avoir une lecture des présences, mais aussi des absences, des itinéraires, mais aussi des itinérances, des rivalités de pouvoir sur du territoire pour du territoire au nom de l'hospitalité, mais aussi les conflictualités liées à l'hospitalité. Que nous apprennent les cartes? Est-ce que les cartes ne sont pas une fenêtre sur le monde? Est-ce que les cartes ne sont pas un moyen d'accéder aux archives de l'hospitalité? Donc, c'est autour de ce panel que nous allons réfléchir, autour de ce panel, avec un panel constitué de Fatou Seydissa, qui vit aux États-Unis à Detroit, qui s'est intéressée à la problématique des immigrés noirs qui vont immigrer, qui vont migrer aux États-Unis. Elle s'intéresse à la problématique liée à l'accueil, à l'accompagnement des immigrés. Elle vient de produire un mini-film de 10 minutes, on va le projeter tout à l'heure, et on lui donnera la parole pour qu'elle essaie de nous expliquer ce rapport à l'hospitalité aujourd'hui que les Américains ont envers les migrants et comment ces migrants-là vivent peut-être un désespoir, une angoisse, une frustration liée à cette hospitalité. Après elle, parce que je devrais commencer par Mme Fatou qui prendra la parole en première, qui vit aussi aux États-Unis, et je pense entre la France et les États-Unis, et qui s'est intéressée très tôt à la question des femmes qui étaient venues en France, qui se sont installées au nord de Paris, et qui ont vécu, on va dire, des situations extrêmement complexes par rapport à l'hospitalité. Mais comment ces femmes n'ont pas réussi à faire face, à ne pas abdiquer? Je lui laisserai le soin de parler de son expérience personnelle avec l'hospitalité, mais surtout ce qui va nous intéresser, c'est comment ces femmes-là vont réussir à rendre agréable, confortable, une situation où on leur a à un moment dénié l'hospitalité. Elle nous montrera comment, à travers un certain nombre de petites coquetteries, ces femmes vont réussir à faire de ces terrains, de ces lieux, de ces espaces totalement inconfortables, inhospitaliers, des terres, des terrains, des lieux d'hospitalité. À sa suite, nous inviterons Yasmine. Yasmine qui est artiste, mais qui travaille sur pas mal d'autres choses et qui est palestinienne. J'insiste sur sa nationalité, si je peux m'inscrire, parler ainsi, parce qu'elle pourrait totalement être déboussolée par notre discours sur l'hospitalité. Parce que nous sommes en face, en parlant de la Palestine, d'une terre qui a été colonisée, une terre qui était une terre d'hospitalité, une terre qui est devenue une terre totalement,
on va dire, colonisés, dépossédés, avec une dépossession des lieux, avec une colonisation, avec des formes de frustration que vivent ces Palestiniens et qui pourraient peut-être être en déphasage avec ce que nous avons abordé, par exemple, ce matin. Parce qu'ils pourraient se dire que mais votre utopie-là ne nous intéresse pas et ne nous concerne pas. Nous vivons un drame, une tragédie, une extermination. Comment voulez-vous nous parler d'hospitalité au moment où il est question chez nous d'humanité? Qu'est-ce que Yasmine va nous dire? Est-ce qu'elle va nous plonger dans un fatalisme qui consisterait à dire ne me parlez pas d'hospitalité? Moi, je suis focalisé, intéressé par autre chose. Ce qui m'intéresse, c'est la Palestine, son humanité, son existence. On n'en est pas à l'hospitalité, même s'il ne faut pas oublier, et elle aura l'occasion de le dire, que la Palestine a été une terre d'hospitalité, peut-être avant les autres. Et enfin, on invitera Ola qui vient du Soudan, mais qui a une expérience internationale. Et elle, tout à l'heure, quand quelqu'un parlait d'écologie, tout ça, j'ai un peu souri parce que je me dis que voilà, elle est architecte, elle s'intéresse à l'écologie, elle s'intéresse à toutes ces manières, parce que le Soudan, il faut rappeler tous ces drames qui se vivent sur ces terres-là, et comment aujourd'hui penser l'après, et comment l'écologie, comment une nouvelle architecture, comment une nouvelle écologie peut permettre de repenser les écologies de l'hospitalité, les architectures de l'hospitalité, comment se réapproprier ces terrains, ces espaces, ces lieux, comment. Pour ça, pour vous dire que nous allons voyager autour de 4 continents. Nous allons inviter Manfatou à nous parler de l'Europe à travers Paris, en passant par Paris. Yasmine, Palestine, au Proche-Orient. Fatou Seydissa, l'Amérique. L'Afrique avec Ola. Tout ça pour vous dire que 4 femmes, qui je dois vous avertir, on risque de prendre le contre-pied et d'être peut-être le panel qui va, on va dire, remettre les choses à l'endroit, bousculer les conforts et peut-être susciter pas mal de réflexions. En parlant avec l'une d'entre elles, dont je tairai le nom, elle m'a dit, pour nous définir un seul mot, férocité. Bon, sans plus tarder, en espérant que cette férocité sera malgré tout non pas cruelle, mais crue, je donne la parole à Manfatou Niang. Merci. Merci. Alors, je vais vous amener avec moi à Clichy-sous-Bois, Clichy-Montfermeil, il ne faut pas leur dire Paris, c'est Clichy-sous-Bois, Clichy-Montfermeil. Donc 2 villes où je termine actuellement une résidence d'art qui s'appelle EchoX, Sounds of Silence, qui est une exploration des liens entre son et mémoire sensible des lieux. Donc EchoX, c'est une mosaïque sonore, une tenture de son créée avec 6 habitants donc, de Clichy-sous-Bois et de Montfermeil à partir de bruits tirés de leurs souvenirs dans des quartiers du Chêne Pointu, de la Forestière et des Bosquets. Ces femmes et ces jeunes filles sont toutes noires, elles sont originaires du Sénégal, du Mali, de Libye, de Côte d'Ivoire, d'Haïti et de Guadeloupe. Elles sont françaises, nées en France, arrivées à la faveur d'un regroupement familial ou au terme d'un parcours migratoire éprouvant entre l'Atlantique, le désert, la Méditerranée et les Balkans. L'été dernier, nous avons fait notre présenté, alors j'ai appelé ça le point-virgule de résidence, vu que c'était une étape de mi-résidence au Centre Pompidou et aux ateliers Médicis, et je vais partager avec vous 1 minute et demie, donc l'introduction qui accompagnait l'entrée du public dans la salle. salaamaaleykum dal leen ak jàmm ma leen di remercier ci li ngeen fi nekk tey ak ñun bàyyi seen li ngeen di def bàyyi seen liggéey bàyyi seen waa kër ñëw ci suñu géew gi sama xol dafa fees mais feesaayu mbégte feesaayu kontaan ndaxte lii dafa neexoon daal lii ñu dund ah tata Hijana tata Sadio Sabia Leila Naïma Monique tonton Abassi
Naïma, Asa, Aïcha, Fatou, Lina, kulim dal djum. Mun na sax taxaw fi ndax kulim djum. Lii dafa neex dal. Donc di leen remercier si leen li ngeen ñëw te di leen dalal jàmm si suñu kër. Depuis Naël, je suis à sec de mots. Sa mise à mort et cette cagnotte, prime à sa tuabilité, m'empêche d'être. Bintou m'a conseillé d'accepter, d'accueillir cette pause, cette immobilité. Elle m'a dit que ce silence est une chose dont on devra faire quelque chose, que cette pause s'inscrit dans les chemins que nous traversons. Elle m'a conseillé de l'écouter, de l'embrasser, cette pause, de l'accepter, de faire avec. La demande est arrivée au milieu des clameurs d'un monde qui dévisse. Écho de déplacements empêchés. Écho d'un génocide à ciel ouvert. Écho d'une petite fille de Gaza qui supplie. Yéma, Yéma, réveille-toi maman, réveille-toi mon amour, mon cœur, mon trésor, ne me laisse pas. Écho de déplacements provoqués, de décomptes macabres qui défilent entre la recette du jour et la météo. 340 morts à Lesbos, 366 naufragés au large de la Mauritanie. Écho de milliers de morts ignorés et ignorables au Congo. Déplacement de l'humanité, déplacement de nos humanités, inhumanité déplacée. Alors, je me suis lancée dans ce projet après 2 années extrêmement tumultueuses en France, après l'affaire de la fresque, donc si vous avez suivi. Et un soir, je présentais mon travail à l'Université de Columbia à Paris. Et après la présentation, nous nous sommes retrouvés dans un restaurant. C'est le petit restaurant guadeloupéen en face de la rue avec des amis. Donc il y avait Bintou Dembélé, Aya Sissoko, Kera Mameri, d'autres amis. Et Bintou s'est mise à hurler au milieu du restaurant en me disant « Mais arrête cette connerie, arrête. Tu ne peux pas convaincre ce pays. Arrête, tu es en train de ruiner ta santé physique, tu ruines ta santé mentale au milieu du resto. » Vraiment à me hurler dessus. Et je lui dis « Je ne peux pas arrêter parce que j'ai l'impression que si j'arrête maintenant, c'est comme si je coupais une partie. » Et elle me répond « Ben arrête et fais, et désolé pour les tatas qui sont dans la pièce, fais repousser cette putain de partie ailleurs. » Next slide. J'ai emprunté le titre de mon livret à ce petit bonhomme. Alors, non, c'est celle d'après. Donc, juste un truc. Donc ça, c'est la résidence, très très vite, 4 objets qui ont été produits dans cette résidence. Donc il y a 4 œuvres dont je vais vous parler très très vite, qu'on a présentées l'été dernier au Centre Pompidou. Un film qui s'appelle Assa, et Assa c'est une des participantes de la résidence, et en arabe ça veut dire celle qui répare. Et le livret, donc Néoblast, qui sort en milieu d'année prochaine. Slide suivant. Donc voilà, ça c'était la présentation au Centre Pompidou. Suivant. 3 objets ont été produits avec la résidence. Une semaine dont j'ai assuré la curation, où j'ai invité donc 15 amis de toute la diaspora à réfléchir sur la question de l'eau, avec donc Anissa Louvlin, Christina Sharp et des amis qui venaient d'un peu partout dans le monde. Suivant. Un autre produit de la résidence. Suivant. Et je pense que c'est le produit dont je suis le plus fière. 2 des participantes de la résidence, donc Assa et sa sœur, ont commencé leur propre résidence, donc là, le 1er janvier aux ateliers Médicis, qui est une continuation de ce que nous, on a fait avec EcoX sur un catalogue, une bibliothèque des voix de nos mamans. Et suivant. Et enfin, le Centre des études noires et atlantiques, que j'ai créé en fin d'année dernière dans mon université, et dont les statuts, les 4 premières phrases qui fondent le statut, sont tirées directement de la résidence aux ateliers Médicis et du travail que je vais vous présenter. Vraiment, le statut, les 4 potomitans du centre viennent de questions qui sont sorties après cette résidence. Suivant. Donc j'ai emprunté le titre de mon livret à ce petit bonhomme qu'on va voir tout de suite. Suivant. Ah bon. Ok, non, après.
deux slides. Donc, j'ai emprunté le titre de ma présentation à un petit objet que je voulais vous montrer qui s'appelle un néoblaste. Vous pouvez le regarder sur Google, je ne sais pas pourquoi les deux slides ne sont pas là. Les néoblastes sont des cellules qui permettent à un corps blessé de pouvoir se régénérer. Donc quand on était petit, on a tous joué à découper un verre. Quand vous découpez un verre, vous vous retrouvez avec deux vers adultes qui régénèrent. C'est ce qui permet par exemple aux lézards de faire repousser leur queue. Tous les êtres vivants ont des néoblastes et les êtres humains en ont aussi, sauf qu'on les a seulement dans le liquide amniotique, quand on est dans le ventre de nos mères. On les perd dès la naissance, dès qu'on passe le canal. Et donc pour moi, appeler cette résidence le cahier néoblaste, c'était mon moyen. Donc, je fais cette résidence sur invitation de Bintou, qui à l'époque était artiste associé aux ateliers Médicis, et c'était mon moyen de me réparer, aussi bien physiquement que mentalement, après 2 années qui avaient été extrêmement compliquées. Donc, ce que j'essaie de faire quand je suis aux ateliers Médicis, je travaille donc dans ce quartier qui est pris dans les réhabilitations urbaines du Grand Paris, et avec des femmes qui ont été déplacées et qui ont reconstruit leur vie dans ces quartiers, bon, donc, dont pour certains ou pour certaines, elles étaient nées, pour d'autres, elles avaient atterri au terme d'un parcours migratoire et avaient reconstitué une vie, reconstitué un quotidien. Et ce quotidien se trouve complètement bouleversé par le fait qu'il faut encore partir, prendre ses valises et se réinstaller ailleurs. Alors, pour la plupart, elles ont eu la chance d'être réinstallées dans le quartier ou aux alentours du quartier, mais dans des endroits où elles perdaient le bénéfice du village qu'elles avaient pu reconstituer par exemple à l'échelle de l'immeuble ou à l'échelle de la cité. Donc le but de cette résidence pour moi était double. D'abord, je travaille sur les sons. On sait que les sons sont des marqueurs extrêmement forts de discrimination raciale. La manière dont on identifie certains sons, par exemple la manière dont il y a un imaginaire qui va être charrié par le hip-hop, par exemple, la manière dont on va identifier ou mettre certaines caractéristiques sur des personnes en fonction de la tessiture de la voix, sans même les entendre. Donc les sons sont des marqueurs raciaux extrêmement importants. Et quand on parle de la banlieue française, on le sait, c'est le produit de composition architecturale, c'est le produit de politique urbaine, mais c'est aussi le produit de projections imaginaires extrêmement fortes. Et dans ces projections-là, les sons jouent un rôle extrêmement important. Quand on pense à la banlieue, on pense au hip-hop, on pense au crissement des pneus, des rodéos, on pense au crépitement des bâtiments qui brûlent. Il y a vraiment un imaginaire, une banque sonore de l'extraordinaire qui entoure l'imaginaire qu'on a de ces endroits. Et dans cette banque sonore-là, ce qui manque, c'est la banque sonore de l'ordinaire, les gestes de l'ordinaire, les bruits de l'ordinaire. Et donc, ce que nous voulions récupérer, c'était reconstituer cette banque-là des sons de la vie de tous les jours qui disparaissent lorsqu'on parle de la banlieue. Et la deuxième chose qu'on voulait faire dans cette résidence, c'était de voir quand des personnes sont déplacées et qu'elles reconstituent une vie ailleurs, même si c'est dans le même quartier, on se rend compte que c'est une vie qui a reconstitué, quels sont les éléments du passé qu'elles prennent avec elles, et surtout quelle est la mémoire du quartier qu'elles ont, de ce quartier qui est en train de disparaître comme la Forestière. Là, on va avance. Donc nous avons travaillé encore, donc ça c'était l'atelier où je travaillais vraiment de manière très serrée avec 6 personnes tous les après-midi, et le matin j'ouvrais l'atelier à tout le quartier, donc c'était vraiment une étape extrêmement importante, le travail qu'on faisait avec ce qu'on appelle la communauté hors des moments de résidence avec les 6 personnes. Avance encore. Donc là, le cahier est pour moi, je n'utilise pas le mot d'archive, j'utilise le mot nid. C'est un endroit qui est un nid où va se retrouver des souvenirs. Donc, j'ai travaillé avec 6 personnes et pour chacune, on a recréé une histoire de leur vie dans le quartier, de leur passé dans le quartier à partir d'un son. Donc, on a repéré une banque sonore et on s'est retrouvé avec plus de 382 bandes de souvenirs, de bruits qui leur rappelaient leur vie dans le quartier. Et pour chaque personne, en partant de 2 sons principaux qu'elles sélectionnaient, on recréait une histoire. Donc, par exemple, pour Assa, c'était le bruit du camion de glace.
Donc on a recréé une histoire autour du camion de Monsieur José qui traversait qui traversait les tours. Et cette histoire-là était rendue dans un travail, donc dans une toile que nous créons ensemble. Donc moi, mon médium, c'est le tissage. Donc pour chaque personne, nous avons créé une toile qui racontait cette histoire-là. Et avec des étudiants de mon université, je suis dans une université d'ingénieurs, nous avons réinjecté les sons dans la toile et créé une application qui permet d'écouter la toile et d'écouter non seulement les sons, mais l'histoire qui est narrée par la personne qui se trouvait derrière la toile. Et le livre prolonge aussi ce côté interactif, parce qu'à chaque fois que vous voyez ce petit tourbillon, cette spirale, c'est qu'on peut aussi scanner la page et non seulement avoir accès à la bande de son qui est liée à cette histoire, on peut avoir la slide d'après, donc avoir accès à la bande de son, mais aussi avoir accès à l'histoire qui est derrière l'image. Ah, celle d'après. Suivante. 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 Encore. 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 Très bien. Alors, pendant la résidence, j'ai reçu la visite d'amis, de chercheurs, d'artistes qui sont venus du monde entier, qui sont venus partager leur travail avec nous aux ateliers Médicis, qui nous ont invités à Paris, qui nous ont invités à Marseille pour voir leurs expositions. Et quelque chose s'est passé dans notre atelier lorsque nous avons reçu la visite de la photographe brésilienne Marvila Araújo. Alors, next slide. 4 minutes. Marvila travaille sur une communauté qu'on appelle les Kianda. Et les Kianda sont des esclavisés qui ont sauté du bateau au milieu de l'Atlantique en refusant d'arriver au Brésil. Et ce qu'elle, Marvila, nous dit, c'est qu'au lieu de se noyer et d'être ces corps perdus au milieu de l'Atlantique, ils ont recréé une sorte d'Atlantide au fond de l'océan. Et à un moment, ont décidé de sortir de l'océan et se sont installés à Bahia. Donc elle dit qu'elle est descendante de ces communautés-là. Next. Et donc quand elle est venue nous voir, quelque chose s'est passé avec l'une de nos résidentes que j'appellerai elle. Nous avons présenté ce travail l'été dernier à Boston et puis aussi au Centre Pompidou. Je vais partager très vite avec vous ce qu'elle nous dit. Next slide. Next. Moi, je ne pourrais même pas renaître là-bas. Je ne suis pas morte ici. Je ne suis pas restée dans l'eau comme elle, mon amie de même nez. Par renaître là-bas, elle entend les processus de résurrection centraux au dogme sérère de son Sénégal natal. Un enfant qui naît est toujours un ancêtre qui revient. Mais pour revenir, il faut avoir transitionné. Et elle de continuer. Je suis en France comme un fantôme. Comme un fantôme. Elle et moi avons tissé ensemble la base qui lui servira de canevas. Elle a choisi un fil blanc qui a donné un drap âpre rappelant un linceul. Elle veut y affixer 2 motifs. Le premier est une méduse fabriquée avec du matériel récupéré dans des chantiers de démolition. Donc le cercle est la porte de son appartement démoli. Et certaines des fibres étaient du t-shirt qu'elle portait lorsqu'elle a été secourue. C'est la méduse qu'elle a aperçue dans l'eau le jour où elle a quitté les côtes libyennes, le dernier être vivant qu'elle associe à l'Afrique. Pour elle, tous les survivants de sa barque sont morts, même ceux qui, comme elle, ont réussi à arriver en Europe. Elle nous dit « Personne n'est entré ici avec son nez ». Elle parle de son ami de même nez. C'est une formule assez courante en Afrique de l'Ouest, où sous l'influence de l'islam, le substantif « nafs » désigne à la fois l'âme et le souffle vital. En Wolof, le nafs est dans le nez, et une âme sœur se traduit littéralement par ami de même nez. Pour elle, la disparition de son ami, son double, sa jumelle, a coupé son souffle vital. Elle nous dit « Les méduses ont vu les bateaux quitter les ports. Elles ont vu les sandales tomber dans l'eau noire. Elles ont accompagné le bruit de l'eau sur la paroi des pirogues. Elles ont vu les corps tomber ou être jetés à l'eau. Les méduses ont recueilli les derniers mots des noyés. Elles ont vu passer la photo d'une chérie, les gris-gris tomber, le numéro de téléphone d'un cousin du village en Italie. Le second élément de sa composition est une sirène, dont la silhouette se découpe sur le chêne pointu, un centre commercial décrépit où elle se rend quand elle veut, elle nous dit, tenir sa respiration. Questionnée sur le choix de la sirène, elle explique au groupe qu'elle pensait échapper aux contraintes économiques et familiales en quittant son pays. En France,
Elle se débat avec des vagues incessantes d'ennui. Ce centre commercial qui semble s'enfoncer dans la terre devient un ailleurs, un monde sous-marin où elle plonge, à la manière des créatures de notre photographe brésilienne Marvila Araújo. Elle est celle par qui la traversée s'est autorisée. Les ateliers Médicis demandaient un ancrage fort à Clichy-Montfermeil, et dans la phase du proposal et dans les premières semaines de la résidence, j'imaginais bien sûr un ensemble d'œuvres circonscrites au quartier et aux deux ensembles que sont Clichy et Montfermeil. Bien sûr, je pense à là-bas, à Bakel, Bamako, à Djamé, en me disant que les souvenirs de la vie ici iront forcément là-bas, et vice-versa. Bien sûr, le quartier est omniprésent dans ce que nous créons, dans les sons récoltés, les bruits des enfants de l'école primaire qui a disparu, la musique du camion de glace de M. José, le bruit des semainiers dansant dans les bras d'une mère qui se coiffe, dans l'argile de la forêt de Bondy qui a servi à teindre une toile, dans le sable de la Douisse qui orne une autre composition. Mais j'étais loin, très loin d'imaginer le réseau hydrographique qui allait se dessiner à partir de et vers Clichy-sous-Bois. Loin d'imaginer les manières de faire avec l'eau et depuis l'eau noire afin de dire, de démêler les transferts, les changements, les déplacements d'un lieu ou d'un état de conscience à un autre. À partir de la visite de Marvila, elle s'ouvre. Elle partage la chute dans l'eau, la respiration coupée par l'eau salée, les cris qui ne sortent plus, de gorge serrée par le froid et la résignation face à la mort. Plusieurs fois, le récit remplit l'atelier et suspend le temps dans une respiration collective unique. Inspiration pour suivre la disparition dans l'eau, expiration pour ceux qui se sont noyés, inspiration encore pour ceux qui ont survécu, et expiration pour ceux qui ont survécu pour raconter l'histoire, inspiration enfin pour ceux qui ont survécu, mais comme elles, ont suspendu leur respiration. Je ne peux pas renaître là-bas, je ne suis pas morte ici, je ne suis pas restée dans l'eau comme elle, mon amie de même nez. Dans ce corps d'eau, cette eau noire, hommes, femmes et enfants redeviennent des biens marchands, des objets que l'on peut jeter, condamner, afin de maximiser les profits ou alléger l'esquif. Dans notre toile, elle et moi nous interrogeons sur les lignes dites de fuite, sur la possibilité même de la fuite pour ceux et celles comme elle qui partent, Barça ou Barsaq, arriver à Barcelone ou mourir. Que signifie cette brèche pour les jeunes Africains qui montent dans les pirogues et navettes à travers la Méditerranée, l'Atlantique, ceux et celles qui se sont jetés sur les routes du Nicaragua et du Honduras par les guerres, la corruption de leur gouvernement, l'insécurité économique, la pauvreté et la pression familiale. Le travail de Elle montre l'enchevêtrement d'un passé esclavagiste et de présent capitaliste qui ouvre les routes des migrations modernes. L'eau y est omniprésente. Elle réorganise la multitude de temps et d'espaces qui entrent en collusion dans cette résidence. La toile de Elle, comme son récit, comme son attitude à la ville, à ses flaques d'eau, où brillent des lampadaires qui lui rappellent le reflet de la lune sur les côtes italiennes, illumine la spectralité agitée de passés coloniaux et de leurs instruments, des bateaux qui sèment encore aujourd'hui la mort sur leur sillage. Elle a tenu le groupe, et le groupe l'a tenu en retour. Le travail de veiller s'est mis en pratique critique, qui imagine de nouvelles façons de faire dans le sillage de la terreur née de l'esclavage et de ses suites capitalistes. Ici, point de place pour les pratiques institutionnelles ou strictement individuelles qui empêchent la solidarité, mais tout est pour la solidarité et la réciprocité. La résidence s'est organisée ainsi autour des gardes d'enfants, des demandes familiales des unes et des autres, des diverses contraintes administratives, des envies, afin aussi de questionner le calendrier, la demande et la gestion du temps par une institution, les ateliers Médicis, qui reste étatique. C'est aussi l'orientation du texte de sortie de résidence, un texte court intitulé Réparer, Néoblast, qui n'est ni article académique, ni manifeste artistique, ni scrapbook, un texte qui refuse l'hermétisme de l'archive, ce conteneur dont j'essaie de repousser les parois. J'ai fini. J'ai presque fini. Ah non, attendez, j'ai presque fini. Alors, en tant que chercheur, je souhaite dévoiler les échelles qui ont été illuminées par cette résidence. Et cette résidence a été aussi un espace d'intervention conceptuelle qui a été absolument fondamental. Et j'utilise fondamental dans le sens des fondations pour la création en 2023 du Centre d'études noires européennes et de l'Atlantique que je dirige actuellement à Carnegie Mellon. Et au-delà du centre, des conversations que nous avons sur l'avenir et les formes de notre domaine dans le domaine universitaire. Et je termine. 4 questions issues de la résidence ont trouvé leur place dans le statut, sont en fait les statuts, vous pouvez le voir sur l'Internet, de notre centre.
Et certaines d'entre elles sont aussi des questions qui sont essentielles dans la réflexion que nous avons sur les bénéfices, les dangers ou les formes d'institutionnalisation, que ce soit pour les chercheurs ou les artistes. Donc le fait d'accueillir les savoirs dont on a besoin et pouvoir les porter dans des lieux qui nous ressemblent le plus possible. Ces 4 questions, et je vais terminer sur ça, que signifie construire ou décréter un nouveau domaine d'études ou de recherche ou une nouvelle pratique artistique? Dans quelle mesure est-ce que c'est nouveau? Comment éviter les pièges du Columbusing, du firsting, afin de rendre compte des travaux déjà réalisés, de rendre compte de la multiplicité des lieux de naissance ou d'incorporer les pratiques de personnes dont la vie échappe à l'archivage formel? Deuxième question, pour qui institutionnalise-t-on nos domaines, nos pratiques artistiques, nos domaines de recherche? Troisième question, dans un espace atlantique marqué par de grandes différences d'accès aux ressources, de pression institutionnelle et de dangerosité perçue par nos activités, quel devrait être notre rôle dans la circulation de connaissances, la circulation des personnes, de l'argent, de ressources? Comment construire des réseaux de production, de connaissances, des réseaux de ressources et de reconnaissance, de redistribution des moyens, de promotion et de vie qui contrecarrent la manière exclusive de faire, de soutenir, d'entretenir, de punir ou de récompenser de nos institutions? Enfin, comment développer la traduction comme un geste institutionnel et éthique afin de redistribuer l'influence épistémique au niveau mondial, d'aborder les questions d'intention et de gestes permettant le partage de stratégies intimes, de cadres, de façons de faire et de dire à travers nos géographies. Merci. Merci. Merci, Mampatou. Je te redonnerai tout à l'heure la parole à la faveur des discussions, notamment pour vous interroger sur l'hospitalité et surtout le rapport, comment ces femmes ont réussi à rendre finalement ce cadre, cet espace beaucoup plus hospitalier qu'on ne pouvait l'espérer. Et voilà. Et comment ce cadre-là devient un lieu de réparation. Vous avez utilisé le mot réparer. Qu'est-ce qu'elle comptait réparer et comment ont-elles procédé pour réparer? Et finalement, on a un peu vu le résultat. Je passe un peu parce que dans un autre monde totalement différent, un monde marqué aujourd'hui par une tragédie, la Palestine. Et ce sera l'occasion de donner la parole à Yasmine, notamment pour lui demander, entre autres questions, sur quelle base peut-on penser l'hospitalité? Peut-on parler d'hospitalité quand on a le sentiment qu'il est question peut-être d'humanité et que peut-être on est en total déphasage avec ce qui préoccupe peut-être aujourd'hui la Palestine, qui, je le rappelais tout à l'heure, a été une terre d'hospitalité, mais aujourd'hui qui est plongée dans un monde de dépossession, on est dans la dépossession, on est dans l'extermination, le mot n'est pas de moi. Comment une Palestinienne peut penser, peut réfléchir, peut dire un certain nombre de mots sur l'hospitalité? Donc, Yasmine, vous avez la parole. Bonjour à tout le monde, merci d'être là, merci pour l'invitation de participer à cette conversation. Je réfléchis toujours en fait, qu'est-ce que j'ai envie de dire maintenant, ici et aujourd'hui, et je me demande même pourquoi on m'invite en fait de parler dans le cadre de cette discussion. En général, on m'invite parce que j'ai travaillé pendant longtemps avec des archives photographiques. J'ai travaillé, comme l'a mentionné M. Sylla en m'introduisant, au sud Liban, dans un camp de réfugiés intitulé qui s'appelle Boj Shemali, où nous avons rassemblé une archive de photos avec les habitants en fait, de ce camp de réfugiés. Et je pense, je retiens pour cette conversation de cet effort qui s'est initié en 2001 et qui dure jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'on continuait à négocier la possible existence de cette archive et la manière de pouvoir le partager ou l'engager. Parce que donc on a prêté les images des personnes, on les a digitalisées, et ce qu'en anglais j'appelle un repository plutôt qu'un archive en fait, est pas du tout accessible ni en ligne ni dans le camp, mais est un outil de travail qui nous permet de réfléchir en fait sur la réalité que vivent les personnes dans ce camp de réfugiés qui existe depuis 1954. C'est-à-dire c'est des personnes qui ont quitté la Palestine en 1948
et qui ont attendu pendant 5-6 ans derrière la frontière au sud Liban en pensant qu'ils allaient retourner en Palestine. Et après 5 ans, on leur a expliqué qu'ils n'allaient retourner nulle part et qu'on allait commencer à les organiser dans des camps de réfugiés au Liban. Un pays où ils n'ont jamais été accueillis parce qu'ils vivent jusqu'aujourd'hui dans des camps de réfugiés. Ils n'ont pas la nationalité libanaise, ils n'ont pas le droit de travailler concrètement dans ce pays, exercer toutes les professions qui sont les professions qui permettent de gagner de l'argent. Et donc pour moi, oui, la question est de quoi parlons-nous quand nous parlons d'hospitalité et quand nous habitons un corps qui a l'étiquette palestinienne, non? Parce que ça, c'est le cas du Liban spécifiquement, mais la réalité des Palestiniens dans le monde est est similaire à celle que je raconte maintenant par rapport au Sud-Liban, dans plein d'endroits différents, en fait, où le fait d'une reconnaissance, en fait, n'a pas eu lieu jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est comme si on était, en fait, depuis ce départ, d'une terre vers laquelle on veut retourner, dans une suspension dans laquelle on essaye de comprendre qu'est-ce qu'il faut faire, en fait, pour achever une reconnaissance. Une reconnaissance déjà d'un pays, une reconnaissance d'une nationalité valide, non? Une reconnaissance, aujourd'hui, malheureusement, on doit dire, d'une humanité. Parce que qu'est-ce qu'on est en train de vivre depuis, 15 mois, c'est que effectivement, on dirait que des vies sont plus valables que d'autres. On le sait depuis longtemps que ça c'est le cas et que c'est comme ça que le monde est géré, non? Et que l'ordre qui a établi fonctionne. Mais on est arrivé à un point qui est tellement extrême où nous tous, en fait, on voit de manière journalière des images qui nous proviennent de Gaza où des personnes humaines sont broyées et qu'on vit tous dans une paralysie et une apathie, une incapacité de réagir et agir. Et donc, c'est devant cette réalité que je dois me demander comment est-ce possible pour moi de réfléchir à un concept d'hospitalité, bien que moi je vois le monde comme un lieu profondément inhospitalier. Merci pour le mot. Et donc oui, juste pour connecter un peu ces questions à tout ce qui s'est dit ce matin, qui était un débat très intéressant et qui est enrageant à des moments, non pas par, tout simplement par rapport aux réalités et aux vérités qui nous enferment en fait dans nos corps, non? Et on essaye malgré tout de les habiter et d'être là et de continuer à respirer devant ces vérités qui nous frappent dans les yeux, dans le corps, dans le cœur, dans l'âme en fait, tous les jours. C'est que, moi je pense qu'avant de penser une utopie globale ou collective dans une si grande échelle, on a besoin de donner le droit aux petites communautés, en fait, de projeter une petite utopie dans leur petite réalité locale. Non? Qu'est-ce que ça serait une utopie de l'hospitalité pour les Palestiniens? Et on ne peut même pas parler de tous les Palestiniens, mais peut-être seulement des Palestiniens à Gaza. Aujourd'hui, quand on lit et quand on parle d'essayer de comprendre ce qui se passe, non? Donc, en conversation avec M. Silla, on parlait de cartes, parce qu'on parle de la géopolitique de l'hospitalité. Moi, aujourd'hui, quand je pense aux cartes, je pense à Visualizing Palestine, et je vous invite tous d'aller voir ce site web qui crée en fait des graphiques et des espèces de mapping pour essayer de comprendre ce qui est en train de se passer. Mais ce qui dépicte, en fait, c'est vraiment combien de médecins ont été tués, combien d'infirmières ont été tuées, combien de professeurs en université ont été tués, combien d'universités ont été détruites, combien d'hôpitaux. En fait, le résultat de ces cartographies qu'on voit, c'est qu'il ne reste quasiment rien. Quand on regarde la cartographie des psychologues, c'est que les enfants ont juste une envie, c'est de mourir entier et pas mourir broyé et coupé en 1000 morceaux. Donc, devant cette réalité, quelles sont les utopies et quelle est l'hospitalité et surtout aujourd'hui sur quelle terre? Parce qu'au fond, la demande, elle est très humble
Et je pense que c'est l'humilité qui nous manque aujourd'hui dans le monde, mais j'ai envie de nous inviter à l'humilité. La demande, elle est toute petite, c'est le droit de résider sur une terre sur laquelle nos ancêtres sont nés, ont grandi, l'ont cultivée, etc. Mais cette terre, aujourd'hui, elle est totalement polluée, brûlée, intoxiquées avec des matières qu'on ne sait même pas encore lesquelles elles sont, parce qu'elles ont été infusées dans la terre avec toutes ces nouvelles armes, nouvelles technologies qui lâchent tous les jours des kilos et des kilos et des kilos d'explosifs mélangés à de la chimie dont on ne sait même pas ce que c'est. Donc c'est comme si, en fait, toutes ces projections vers l'avant sont extrêmement difficiles. Je vais m'arrêter là pour l'instant. Avant de passer la parole à Fatou Seydi, juste une question. Malgré tout ce que vous décrivez, la tragédie que vous décrivez, est-ce qu'il n'y a pas dans votre lecture un certain fatalisme? Est-ce que malgré tout vous avez de l'espoir? Je ne parle pas d'utopie, je parle d'espoir. Est-ce que vous dites quelque part, on peut rêver d'un jour que la communauté internationale arrive à réconcilier et à concilier les positions pour trouver une solution heureuse par rapport à la Palestine, à Israël, au Proche-Orient, et qu'on aura deux communautés, plusieurs communautés qui vont vivre les unes à côté des autres? Ça, c'est le projet peut-être des Nations Unies, d'un certain nombre d'observateurs qui rêvent d'une terre pacifiée. On le sait, toute terre promise est une terre compromise qui peut donner lieu à des rivalités, des conflictualités. Mais malgré tout, je ne voudrais pas te laisser partir comme ça sans entendre une note d'espoir. Parce que tout ce que j'ai entendu, j'ai le sentiment que vous êtes totalement dans le désespoir. Peut-être que je me trompe. Est-ce que je me trompe? Oui, voilà, le micro fonctionne. Je pense que si je n'avais pas d'espoir, je ne serais pas là. Je ne serais pas ici. Et ce n'est pas une question d'espoir tout simplement, et certainement pas d'espoir dans la communauté internationale. Non, moi je pense que là où j'ai de l'espoir, c'est que je sais que dans ce monde, il reste encore quelques individus qui n'ont pas perdu leur humanité, qui pensent de manière différente. Mais oui, c'est pour ça que je disais, moi, à ce que j'invite, ça serait vraiment un exercice d'humilité et à d'une prise de responsabilité, parce que peu importe à quelle distance on est de la Palestine ou de l'identité palestinienne, c'est pas ça la question aujourd'hui. Ça, c'est un exemple, mais on a plein d'autres, on en a parlé. Il y a, c'est aussi mentionné dans la bande-son que tu as fait écouter, non? On va parler du Soudan, le Congo, il y en a 1001 des conflits. Et je pense que la chose qu'on doit réaliser, c'est qu'aujourd'hui, c'est les Palestiniens dans l'avant-plan dont on considère que leurs vies n'ont pas de valeur. Mais demain, ça sera une autre population qui dérange ce projet impérialiste. Et dans le passé, ça en était d'autres. Je veux dire, l'esclavage, au fond, c'est exactement la même chose. C'est tout simplement qu'on considère que des vies sont sans valeur et qu'on peut les disposer à notre guise parce qu'on est au pouvoir. Donc, c'est pour ça que je parle d'un exercice d'humilité et d'acceptance, en fait, que toutes les vies sont valables et ont un droit d'existence, tout simplement. Donc voilà, aller plus loin que ça, pour moi, c'est déjà beaucoup. Si on arrive juste à ce pas-là, et pour ça, moi, j'attends pas des politiques. C'est pour ça que je dis, j'aimerais qu'on nous regarde tous individuellement, c'est quoi ce qu'on a besoin de faire, en fait, pour que cela devienne une réalité dans notre petit environnement. Parce que c'est seulement quand cela existe dans notre petit environnement que ça peut s'amplifier à une autre échelle, non? Et voilà. D'accord. Merci beaucoup. On reviendra tout à l'heure à la faveur des questions. Fatou Seydi Sarr, qui travaille aux États-Unis, qui vit à Detroit, qui est confrontée à la présence des migrants qui viennent aux États-Unis. Elle a travaillé, elle a œuvré pour l'accueil des migrants, leur accompagnement. Mais là-bas aussi, en Amérique, se joue une tragédie. Et puis, c'est joué une tragédie bien avant l'arrivée des migrants. Même les premiers migrants
On a réactivé, à la faveur même des migrants qui viennent d'arriver actuellement, les plaies de l'histoire, les cicatrices de l'Amérique. Aujourd'hui, on a l'impression que l'histoire se répète là-bas, avec toujours ce problème de l'hospitalité qui frappe non seulement les nouveaux migrants, mais peut-être des Noirs afrodescendants qui sont déjà là, qui étaient déjà là. Et toutes ces problématiques-là, vous êtes confrontés à toutes ces problématiques-là, vous réfléchissez par rapport à ces questions et vous avez eu l'amabilité de nous présenter aujourd'hui un film, un mini-film de 10 minutes où vous donnez la parole, je devrais peut-être, est-ce que d'ailleurs vous donnez la parole, où vous montrez peut-être alors ces images de ces Africains qui arrivent, de ces migrants qui arrivent d'un peu partout. Et c'est pour ça, merci, parce que le film n'est pas encore sorti au niveau du grand public. C'est sorti depuis 48 heures et vous avez été très gentil, vous avez eu l'amabilité de nous présenter ce mini-film. Donc, avec votre accord et en vous donnant la parole, nous aimerions bien voir ce mini-film. Ensuite, vous pourrez enchaîner et pour nous dire à peu près, vous, comment vous appréhendez, vous voyez toute cette question de l'hospitalité. Merci. Merci. Thank you so much. So, Assalamu alaikum everyone. Dr. Seydi Sarr, and I'll be speaking in English. Donc, we're going to start with the movie, and then we'll talk about it. man daal xam naa ni sama lam bi ma takkoon def na ak man ñeenti weer xaw ma juróom. Lam bi nag bari na ay jafe-jafe yu mu ci dundoon wax dëgg yàlla bari na ay jafe-jafe torop ndax lam bi waxuma la gaañ gi ma doon gaañ ci sama tànk bi sax waaye nit ñi ma doon daw sax moo ma gënoon a metti ci lam bi nit ñi ma doon daw ndax maa ngi la fi doon wax naan la demoon naa fi benn place pour doon fi wët liggéey waaye jëloon nañ ma liggéey fa ñaari fan yi xësee romb daal ñu daal di gis ci sama tànk bi lam bi rek waa ji daal di may fay ci saasi daal di may génne daal ni dootuma fa liggéey mu metti woon ma torop wut naa fi tamit kër di wut kër dugg ci kër di waxtaan ak borom kër gi ndax sama xarit moo ma boole woon ak moom waaye bi mu gisee sama lam bi dañu ma yow prison nga jógee dañu ma jeel nga jógee loolu na ma ko waxee kay amul nëbboo lam bi daal moom pour wax la bari na ay jafe-jafe yu ci nekk bari na torop waaye tamit moom daal doo xam daal moom bu ma sañoon ñu bàyyi di takkalaate lam bi war a di joxe téléphone yi waaw ndax sama tànk bi lam bi daf ko commencé woon a xoos ndax lam bi dafa diis te man xam nga defoon naa ab choc defoon naa accident ci Sénégal ma takkalee lam bi daanaka amoon naa ci jafe-jafe waaye mënoo ko woon a bañ comme daw làqu nga foofu nga nangu loolu noonu ñu la doon kii loolu dong la su ma sañoon daal comme li nga wax ci dernière bi nga ni ma jeexale ko ak joxe sama xalaat ci kii bi sama xalaat daal mooy bu ma sañoon ginnaaw ñun dañoo jóge dëkk ñëw ci dëkk yaakaar naa ni boo ñëwee ci dëkk bëgg faa làqatu doo dawaat naan da nga fay génn waaw boobu xalaat daal laa ci am ndax man dama jóge dëkk ñëw fii pour bëgg a dëkkaat pour bëgg a dundaat fii kon amuma xel benn yoon naan damay dawaat di génn ci dëkk bi ndax dama yaakaar ni fii mooy dëkk bu mag bi
ma jëlee décision ni fa laa war a dëkk kon yaakaar naa ni mënumaa ñëwaat kenn di ma contrôlé waat ay dawaat moom nekkul ci sama xel sax ndax bu may daw fu ma jëm waaw salaamaaleykum maa ngi toog ak sama benn xarit boo xamante ni moom nee na téléphone la yoroon kilifa gi maa ngi lay nuyu. maa lay fay bu baax a baax. dama bëgg a xam téléphone bi nga xam ni yoroon nga ko ñëw ci doon contrôler ñaata weer nga def ak moom wala ñaata temps nga def ak moom. waaw téléphone bi def naa ak man 2 mois. ci deux est-ce que tekki nañ ko wala tekki ñu ko. ba léegi nag maa ngi ak moom parce que wax dëgg yàlla xaw na maa déranger daal. parce que damay toog sax des fois sama xel di ci dem bay xaw a tiit yaakaar ne man peut-être damaa def dara loo xam yëguma ko wala boog damaa def lu garaaw daal. mais bi nga ko takkee ak léegi ndax mus na la indil benn problème ci sa côté mental nga jékki-jékki application bi ngay photo wook yooyu doxatul wala yenn yooyu est-ce que du ci am. léegi rek des fois mu am ci problème nga bëgg a photo application bi lu mel ni réseau bi di daw wala mu xaw a am ay yenn jafe-jafe yi quoi te loolu bu amee man damay tiit parce que damay yaakaar ne man tout le temps bu ma photowul rek mën nañ ma jàpp xam nga wala boobu ñu créer ma ay problème quoi. léegi yow lan ngay yëg ci boo xamee ni gouvernement bi ñu ngi lay wala immigration ñu ngi lay suivre ñu ngi lay topp à 24 heures sur 24 maanaam chaque jour ci lépp loo nekk lan ngay yëg ci boo xamee ne ñu ngi lay topp. waaw lan laa yëg mooy du ma nekk daal parce que man su ma jugee xam nga ñàkk a nekk ak ay problème moo tax ma jugee fa ñëw fii kon su ma ñëwee ba fii tamit beneen problème ñëwaat tamit damay indi ay jafe-jafe quoi sama conscience ñu ma war a tranquille ci dëkk bi parce que damay jàpp ni man fii xam nga defuma fi benn crime defuma fi lu garaaw maa ngi correct toog jàpp nekk sama kër normal quoi kon waruñu maa teg yenn pression yi mu mel ni man damaa def dara te defuma dara. jërëjëf léegi yow ndax téléphone bi nga yor mën nga ci jékki-jékki mu indi lay problème maanaam ci sa wàllu wërum liggéey nga yaakaar ni ëllëg boo ko amee mën na ci am ay jafe-jafe yooyu noonu est-ce que mos nga dund ci loolu. waaw da ciy joué parce que tey lu mel ni téléphone bi wala lamp bi tamit bu la ko takkalee bu fekkee am yenn bërëb boo fa demoon di ut liggéey duñ la wóolu pour jël la quoi parce que dañuy yaakaar ni yow da ngaa def benn crime ci dëkk bi moo tax ñu takkal la lamp wala boog peut-être ñu jox la benn téléphone pour di la surveiller tout le temps. yow tey jii su ma la doon laaj sa xalaat tey buñ doon wax ni dañ tekkil nit ñi lam yi wala ñu bañ leen a jox téléphone lan nga yaakaar ni mooy proposition bu gën bu budul boobu noonu. waaw proposition bu gën mooy nit ki moom boo amee confiance ba bàyyi ko mu dugg ci sa dëkk xam nga war ngaa mën a am confiance ba maanaam di ko ñu defee ko ci beneen anam daal boo xamante ne mooy gën a dal xel mooy gën a jaar yoon que ñu ñuy takkal ay lam wala ñu jox ay téléphone ñuy photo wu parce que nit moom yaakaar naa boo xësee ba jël adresse am jël numéro téléphone am jël numéro ki koy dalal ci dëkk bi lépp kon yaakaar naa loolu preuve la heure boo ko soxlaa boo ko woowee tamit dina la wuyu si. mais yaakaar nga ni tamit ndax loolu doy na numéro téléphone bi ñu teel a say information sa adresse yooyu ndax loolu yaakaar nga ni doy na pour ci ñu mën a vérifier nit ki ndax bu duggee dina daw wala du daw ndax dina fonk liñ ko wax nag yow wala du ko fonk ndax loolu doy na. loolu doy na yaakaar naa loolu doy na sama xalaat bu gàtt parce que man mii di wax ak yow nii bàyyi naa fa sama adresse sama mag bi ma dalal ci dëkk bi tamit numéro téléphone am ma nga fa te en plus man sama passeport bi nga xamante ne moom laa duggaale woon ci camp bi tamit ñoom ñu ngi ko téye kon dèjà man mënu ma leen raw. Cosaan nage moya cosaane nage moya kampaya makampaye kentabo imana Assalamualaikum ebenyadi tantera kol benyadi yonde brinna ta jam
nata in banko kan dunda in banko kallumen ye appointment ol dinna dato appointment ola tarkilen kola okay ay birin tata je ye code dinna online code bantara blala nyini ru ka code nyinki je online code pro ka fasari nye manni ka kana o kola birin tata appointment ola nata appointment oto dinna kote ye Gmail account o yelanku inata funye talata nyanta kanata lo sen Gmail o nyina bar mala mun dalila la kinna ye Gmail account o nyina so momena odili danku ay mbatan di bakele bes mala mun dalila la kinna ya kinku mbakasino no onnata tamolo nyini pro ya murundinku bes mala mun dalila la kinna ya kinku okay wo andong in talata fanan kana ijo katum farlale bas kama kolal lal fanan katari kolale ani nyini bakala on no banjo malum jonte so ijo katari farlale so ni man telefono chika andi tele kumandi fanan be kala problem mo donte means kama kolalo ebga diamu under sometimes kamen foye ebaga understand no so he ni yelanku akan tora baka beru na digitanku fo ngata mo fana nyini mimben de mala donc pour nga natalo ta nga seniku ninu man natalo fana seniku akan tora baka beru kan sudo fana sinono ka tinale ka finti fana aka kolam bulu baka beru ka silan ni kijo ka tum farla malu munakin na ni yelanku so wol be kitam bulu kole akode an ka finti fa ka kole bulu baka ya birin dunda na yin yin ka address wala address ni an sai mbolo to banyi me yiran ku man fenna understand je da ban confuse de baka ba kono la dron bari ma understand bara bayro ngada min fe han sai mbolo to bara ko lata mo baka bayro ni telephone call lol nata mbokalom fe telom fas kama solo okay na sabuni nungu fine bedada Entabo, wetanwa, jai mama ye, Dernier chapitre. josana ge moya. Je m'appelle Yarno Jallo et j'ai 15 ans. Je viens de Guinée. Ma sœur et moi avons fui une traverse plusieurs pays, Guinée, Sénégal, Espagne, Bogota, Équateur, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Mexique, et nous sommes arrivés et puis à la frontière américaine. J'étais détenue par l'ICE pendant un jour. J'étais perdue et j'avais peur. Le lendemain, on m'a mis une bracelet électronique à mon pied avant de me laisser partir et on m'a demandé de me présenter chaque semaine à un agent de ICE. Aujourd'hui, à New York, le bracelet m'a fait souffrir et je suis désolée. Les gens sont mal à l'aise à ma présence. Je n'ai que 15 ans, je me retrouve souvent isolée à cause de la stigmatisation qui entoure le moniteur. Je reste chez ma sœur, je ne me sens pas à ma place et j'ai l'impression d'être limitée dans mes mouvements, j'ai peur de sortir. Je suis venue à la réunion de la mairie sur le niveau pour demander à l'aide afin de supprimer le bracelet électronique. Il m'a rendu la vie extrêmement difficile.
je veux juste être traitée comme une jeune fille normale de 15 ans, aller à l'école et participer aux études quotidiennes. Merci beaucoup. Merci Fatou Seydi. C'est un mini-film qui va sortir bientôt. Juste une question, tu vas en profiter peut-être pour répondre. Vous avez choisi de ne pas montrer les personnes concernées. C'est un choix, je pense, délibéré qu'on peut comprendre, parce qu'on ne voudrait pas peut-être que la famille, les amis vous voient dans ces contextes-là, dans ce cadre. Mais par contre, vous avez laissé les voix. Pourquoi vous n'êtes pas allé jusqu'au bout de votre logique? Une voix, ça peut être, on peut reconnaître la voix de quelqu'un à travers un film. Donc, c'est juste une question que je vous balance comme ça, en vous remerciant et en vous laissant la parole. Thank you so much for the question. Indeed, it has been 2 years that we have been working on telling the stories of Black migrants. So we know that in the United States, when we address migration, people think of Latino, Latinx, and they see brown faces. They don't see Black faces. But as Black migrants, we have the tendency to stay into the shadow because we believe that staying in the shadow is security. But we know when you are in the United States, it's false security. When we decided to bring out of the shadow those that people don't see daily, there was a conversation with that community. So we have received, in the last 3 years, the United States have received more than 30,000 Senegalese that crossed the border, more than 27,000 Guinea folks, Ivory Coast, Mali, name it. So the Department of Justice is telling us that the migration from the southern border for Black migrants is 325% more than it have ever been in the United States. So we ask those who actually did the journey, who was in detention, who came out of detention, some after a week, some after 7 months, some after a year and a half. The Black Immigrant Bail Bond was created in 2020 in order to respond to the fact that Black migrant was the one that was spending more than 3 years to 5 years. The longest migrant in detention was a Jamaican woman who spent 5 years in detention just because they crossed the border. And I'm gonna say it, crossing the border in the United States is only a civil infraction. It's like running a red light. But it is criminalized in a way that we have to answer. And the response was, how do we get our people out of detention? So in the idea of nit mokam okinopogum, your kin is your wealth, the Black Immigrant Bail Bond actually raised more than $2 million to bail 282 people within a year and a half. So those that we bail, the conversation remained because we know that bailing you out, paying 50,000 or 35,000 or 15 or 7,500 is not the end of the conversation. Because as the movie says, they are also being surveilled in so many ways. And we wanted them to tell that story. They agreed. So we talked to 4 migrants that was in detention before, and they brought the question that they think was important. They went out and interviewed 192 of their fellows. So when we collected all these interviews, the first impetus was to make a report. So the report was published a year ago. Then it was not enough. So we asked them, how can we put this in a movie form? They chose the anime. So as we center the needs of our community, it was important to center what they wanted and where their comfort was. So their comfort was not to be followed and to see themselves, but their comfort also was to make sure that we keep the language. Because if you erase the language, the way the emotions are being told, then you erase the totality of their humanity. And we felt that in a place where we talk about language justice all the time, that it was only just that we let them express themselves in their own languages, but also respect
their humanity and their need, because in this project, they were the one doing the research. So that's why we kept the voices, but then we actually put a graphic rendition of what their life was. Ok, merci beaucoup. On a l'impression que les États-Unis, on a souvent parlé de la conquête de l'Ouest. L'Amérique n'a jamais été peut-être une terre hospitalière pour les différents peuples qui ont cherché l'Eldorado en Amérique. Mais j'ai l'impression que pour les Afro-Américains, il y a un autre problème qui se pose. Comment accepter l'idée d'hospitalité pour un peuple dont on a dénié l'humanité? J'ai l'impression qu'il y a un problème qui se pose en ces termes. À tel point que les gens, j'ai l'impression qu'ils ne visent pas, ou ils n'acceptent pas, ou ils ne sont pas prêts à accepter ou à même poser le principe de l'hospitalité. Ce qui se pose comme principe, c'est l'humanité. Une humanité déniée en un peuple et qui, à un moment, on regarde l'histoire, les civil rights, tout ça, mais j'ai l'impression que le problème est encore d'actualité. Indeed. I mean, while hospitality is often framed as an ethical or a legal or a sociological right to welcome all members of the humanity, the lived experience of Black migrants effectively exposes the deep-seated structural racism and white privilege and systemic barriers to belonging, right? In the United States, we do have a crisis of hospitality that is rooted in the historical component of marginalization of Black people and Blackness. Because we have to remember, this is a country, this is a place where the majority of Africans or Black individuals that were brought in that space, in that land, was not brought in there as people, but as cargo. This is a place where folks were stripped of their personhood and they were reduced at what we call a 3/5 of a human being. So dehumanizing was legal, and it is still a legal construct that laid the foundation for systemic exclusion. So today, despite centuries of resilience, the civil rights movement, the riots in Detroit, despite all of that progress, however you want to see progress, right? And the immense contribution of Black communities, Blackness still today remain marginalized by design. And this legacy is shaping our understanding of who we are welcoming and who we are not welcoming. So for me, at Abisa, we have the idea, you know, we practice what we believe. Okin opogum, nit mbokam, your kin is your wealth. And what does it mean for us is how are we ensuring that every single moving transient person is fully protected? And when I say every single one, I'm thinking of the Black folks. Every single Black migrant have access to resources, to understanding, to legal support, whatever is needed for them to thrive. Because wherever you are planted, you must thrive and you must bloom. However, in the United States, there are barriers that are set in there that are saying that we cannot bloom. And structural racism and white privilege continue to determine those movements who are embraced or who are resisted. White citizens in general, right, they traverse border almost freely. Often they need a visa. Their globality, their global mobility remain largely unquestioned. Nobody asks them, where you going, why? They just walk through places and they settle wherever they want. And when they do that, and even when they do that and they extract wealth and they subjugate community, they are often traditionally have been seen as civilizers. However, when Black and brown bodies of cultures decide to move, their numbers have to be regulated. In the moment, we're thinking, oh my God, how many people are coming? These are crimes to be punished, so we have to detain, we have to surveil, we have to confine, right? And walls in the United States to be built. Okay. Merci beaucoup, Fatou Seydi. On va revenir tout à l'heure. Je vais passer la parole à Ola, qui nous vient du Soudan, et qui nous dit, qui est déjà une artiste, mais aussi quelqu'un qui travaille dans l'architecture, donc une architecte, qui a conduit une pratique spatiale critique en tant qu'artiste visuel, avec une formation en architecture, mais aussi universitaire. Elle nous dit que l'espace est un discours politique.
mais aussi qu'une culture élargie pourrait nous aider à imaginer d'autres écologies politiques possibles. Et donc, je vous donne la parole pour vous permettre de nous dire quelque chose, certain chose sur cette thématique-là de l'hospitalité. First off, thank you for having me. And I'm in a bit of a delayed mode, but we're going to sit in that for a bit with my, joining. But that also makes me think, of course, of this theme under a lens of like focusing on the conditions under which, of course, we use certain terms and, of course, apply them. And when I say conditions, for example, with this film, there is a restriction of or an applying of a border that basically once you cross that, your political positionality shifts, how you're perceived, how you're oriented towards definitions of citizenry and of course, race. I think of an important nuance to include when using these terms. And that, of course, makes me think about, we've been talking about movement, right? So people crossing borders and these immigrant journeys. And what happens to when the condition of that is always coercion, right? So these movements aren't just happening out of just people's desire, even though, of course, there is the maybe, let's say, Western population that has, of course, the capacity to enact that on will, just move around the world for leisure or whatever, or other modes of accumulating capital. But once the rest of the world is coerced, this is what you're dealing with, right? And this condition of coercion, I think, is important to keep and sit with until we're able to see how it also shifts the definitions and the terms that we use, if these terms apply or not. I can't really think about a notion of hospitality under coercion. I don't know what that would look like or what that would entail in terms of sort of the use of a new lexicon maybe to talk about that. And then, of course, there's the situation where, you're in your country, you're living, and there are, of course, other catastrophes unfolding, whether they be economic crashes and whatnot. And then there's a war, right? So what is this condition? And this is where my maybe practice focuses on, which this reproducing and perpetuation of a state of uninhabitability. That there is the global majority of the world actually is in a state of captivity within a kind of condition of uninhabitability. So life is continuously interrupted. Life cannot sort of unfold fully in a way where, for example, generations, for example, can live well, but rather generations are generational lives are written into having to deal with the fact that, for example, if you own a plot of land, and this is, of course, the formalized, let's say, the formalized framework of you belonging somewhere, let's say, you own a plot of land that would not secure a kind of state of being able to live there, actually. You own a particular, let's say, citizenship. That is someone else's decision also to maybe retract it from you or give it to you at the price of, for example, 5 years of being in a detention center where your life doesn't necessarily go anywhere. So these are conditions that, it has to push us also to sort of expand the discourse. And the spatial imprint of these types of politics in a way that then
allows us to also hold a sort of intellectual honesty also with what we're talking about, right? So I've been, especially during this period, of course, and I don't know if all of you know that the war unfolded in April 2023, and that really was a sort of reset in a lot of families' lives, right? A financial reset, a reset also in terms of like you have to go somewhere and start from scratch, where you don't have capital, you don't have social capital, cultural capital, and that cannot be comparable to someone who doesn't have to deal with that, you know? That cannot be the same political language, nor is it the same, let's say, stakes also in developing a political discourse. So I think a notion of hospitality, I've been reading it, especially under the condition of uninhabitability, which is a sort of this perpetual state of catastrophes unfolding in certain geographies' lives, is a kind of a notion of hosting or a holding of a certain vessel. For me, of course, it started off with territories, of course, of states. But now it's really a particular, I feel, episteme that I also encounter while teaching architecture, where I try to push some of the students to be like, okay, guys, we have to deal with what is already there in terms of built form. So what is actually being constructed and what type of aesthetics are at play that, let's say, are implicated in this continuation of violence. So what does it mean also for you to have a spatial vocabulary that needs to be fully aware of how it deploys this violence, how it holds on to it, and how it makes sure that it continues. So we try to, ask basically this question of like, if you would like to design somewhere, but you're not given the opportunity to enact this sort of, this sort of creative regime that you already inherited, which is to sort of pretend that there's nothing there, that it's a sort of empty land, right? That original sketch of paper, the croquis that we get from the Ministry of Urban Planning, it's just a plot, a little property line with nothing in it, even though there is, of course, something there. There's a particular historical heritage, all sorts of things. Then what do you do with what's already there, right? How do you have regard, let's say, with histories, cultural heritage, things that actually have value, built form that has, that's able, let's say, to project meaning, and not be part of this continuous severing of ecology, right? That you can actually develop a kind of political discourse within your spatial practice that does not keep emptying, ecology by either coercing people to leave, being able to hold on to people for as long as they can, for example, mobilize against what's coming at them, so on and so forth. So it's been, for me, that might be more of a, let's say, there is, of course, a pedagogical aspect to it, but it's more of like trying to shift the episteme of learning about space and its actual true boundaries and its property lines in a way that enables us to sort of always work with that present, what's already there, what's actually happening, what's unfolding, and so on and so forth. I think that's pretty much it. Yes. Thank you. Je donne la parole au public si vous avez des questions. Est-ce que vous avez un micro qui circule? Allez-y. Good afternoon, everyone. My name is Dr. Jelly Casal. I am a sociologist and a professor at the City University of New York, Lehman College, and my question is for Dr. Saad.
I love, love, love the film, and I had two questions in particular. So first, you highlight the oppressive nature of these technologies, right, of surveillance, the ankle monitor, the cell phone. And then it got me thinking more about technology more broadly as it comes to Black migrants. So I'm thinking about, the anti-Black algorithmic bias of the CPB1 app, which for those of you who don't know, migrants at the US-Mexico border are required to use this app in order to register, but the app fails to recognize Black faces, right? That's just one example. And then I'm also thinking about, TikTok and WhatsApp and the major role that they play in information and misinformation shaping these Black migrants' journeys. And so I'm wondering if you have any thoughts or any advice for how those of us who are working on the ground with Black migrants in cities like New York can leverage technology to subvert its oppressive kind of dynamics, right? And better, support Black migrants more broadly. And then my second question has to do with return migration. So I read somewhere that 1 out of every 4 migrants ends up returning back to their home country at some point. And I know that, because of the inhospitability of the United States, some people are returning either by choice or by force via deportation. And so I'm wondering if you have any thoughts or any comments on the relationship between inhospitability, return migration, and also how we might better be able to support those amongst us who have decided that return migrating is the best option for them. Thank you. Thank you so much. The first thing when it comes to technology, I would say diverse to Amazon, right? And divesting from Amazon mean acknowledging that for Black migrant, surveillance was not going to be a thing if Amazon had not decided to create the GPS and to actually market it to ICE. Because before, there was no smart app, smart link, or even ankle monitor. And that a corporation as Amazon felt that it was profitable for their business to actually market this technology and expand it to its usage. And that greed that we talk about all the time brought us to the conversation where there is now this expansion of surveillance when it comes to Black migrants. And when it comes to Black communities, period, we are, whether it is in New York or in Detroit or in Chicago, we have seen the failure of digital surveillance for crime, where effectively in Detroit is called green light. So people pay to have this special camera that is supposed to catch people's faces when they are committing a crime. And what we have seen is that it's always catch Black faces, but always make a mistake of it, which was the case of the CBP app, that they're asking you to take a picture of yourself with your application while you're waiting at the border, and that everybody who uses the CBP app, the Haitian, the Senegalese, the Guinean, and folks, stand there 9 months waiting for an appointment that they never get because the app could not actually read what those faces are. But that is broader because we know that technology is being created not with testing it on us. When you want to wash your hands and you go to this automatic bidets to wash your hand, if you're Black, you put your hand in there and you have to tap it for the water to come. If you're white, you just slide your hand and the water just comes in. So this is actually asking us to continue to interrogate. When we create, who are we creating for? Because most likely, the creation of those new technology did not take us into consideration in a space that everything is racialized. When it comes to deportation, this has been a very difficult conversation. And yes, we do have a conversation about what happened when people come home.
Some of the migrant that we spoke with, some of the Senegalese migrant that we spoke with, there is an understanding that there is a certain social violence that led them to leave. When you are being seen as not being productive, are not being valued because of how much money you can or cannot bring. Can you take care of your family if you are the firstborn and a man? And how that heavy load push people in the idea of techie by any means necessary out. There is also the thing that you are being sent back and you already know because you were already deemed an almost failure that push you to leave. You already know that coming back, you're definitely a failure. So when we talk to folks in detention, some of them rather stay in detention and endure the impossible because they can't face the eyes of the uncle, the colibé of the aunt, or the neighbor who's gonna be like, oh, look at him. Or they're gonna talk about your mom. Oh, after 20 years, what did they bring? So that conversation is there, and I think there is a place for us to address it and to ensure that when they come home, they are coming home and they are being embraced. But if all what we have is the expression of, disappointment for them, then we are forcing them to face the dehumanization that they have in front of them in the US. Merci beaucoup. Avant de vous donner la parole, vous voulez réagir? Allez-y. Yeah. I just wanted to maybe add to that a very interesting layer, just because it's a whole conversation now that African countries, also the return of some of its diaspora comes also at a very interesting kind of creation of a political class inside these countries that reenacts also the type of global politics that's imposed on these countries by international counterparts. And in Sudan, for example, one of the biggest within the political discourse now, the biggest threat is deemed the Sudanese diaspora in the States, in different Western countries, because they come, it is a sort of a creative regime, a political regime that comes back in the form of that African body, and so sort of gives it a level of innocence that maybe it shouldn't in the greater scheme of things, but it's a conversation that goes also parallel to that coming back is also socially deemed as a bit of a shortcoming as well. So it's a very interesting paradox that, of course, the social demographic that gets impacted by these ideals and ideologies, has to kind of reconcile with also what that means. Yeah. Merci. Avant de vous donner passer la parole, on va prendre toutes les questions. Comme ça va être réglé. Et puis, on leur donnera la parole pour faire un tour avant d'aller vers la conclusion. Donc, madame, allez-y. 2. Ah oui, on est limité à 2 questions. Allez-y. So I have 2 questions. One concerns Dr. Sa. I just wanted to know, based on the technology issues that is terribly affecting the Black people when it comes to migration, what are your perspective when it comes to working actively with AI experts in order to bring more content that comes from your inner experience and also our continent? Which means also, if we do that, at what point does African family are also held accountable about their responsibility of having the kids going away? Is it incorporated into your program? The other thing is about hospitality. So hospitality is, I wanted to, and this is a Senegalese that is talking, hospitality is not just like to receive people. It's also a war culture. I think our elections should show how we do war. We don't do war to kill you or to hit you. We're just gonna hit you somehow without touching you.
So at what point can we integrate that in terms of new policies of how do we, once and for all, stop bringing war that destructive, whether it's material, whether it's human lives? And that brings me to how do we integrate our immaterial patrimony? Because Teranga is also that. That's super important in our culture. And last, hospitality is about food and beverage. America is a tough country, as you know, but that's not because it's just America. It's because of the history of ultimate violence and bestiality. But there is something that is really crucial. When you share a meal, even with your enemy, there is a moment of silence where people can just share something and at least allow a conversation to come, even though you have your enemy across the table. Thank you. Merci. Une dernière question. Pas de question. Allez-y. Voilà, au niveau de la géopolitique de l'hospitalité, bon, au niveau des États-Unis, bon, c'est vrai que se poser au niveau du système, c'est bien posé, hein, au niveau du système, bon, le système, ce racisme systémique ne promeut pas l'hospitalité. Mais il y a un autre aspect qui n'est pas posé. C'est la relation entre les Africains américains, qui sont des descendants d'Africains capturés en Afrique et mis en esclavage aux États-Unis. Alors, je remarque qu'il y a un problème d'hospitalité chaque fois que je vais aux États-Unis. Je dis, bon, c'est pas total, il y a des exceptions. Moi, il y a des Africains américains qui me reçoivent chez eux. Mais dans le général, il y a un problème d'hospitalité qui se pose entre les Africains américains qui reprochent aux Africains d'avoir vendu leurs esclaves, leurs ancêtres, et qui, jusqu'à aujourd'hui, posent des problèmes de comment on appelle ça, de méfiance, quelque part, bon, si je pousse plus loin, de méfiance, de préjugés, voilà. Alors pourquoi vous n'intégrez pas cela aussi dans cette analyse, en tout cas, de manière à la mener beaucoup plus globalement? Merci beaucoup. Fatou Seydi, on t'a posé beaucoup de questions, donc je terminerai par toi. Je passe la parole à Mme Fatou. On AI. Okay. Alors, juste vraiment deux choses très rapides. Sur la question des communautés noires, l'un des objets qui est sorti de cette résidence était donc cette semaine que nous avons passée à Giverny avec 15 artistes donc, venus d'Afrique du Sud, du Cameroun, des États-Unis. Et en fait, pour essayer de travailler sur cette question, on parle des migrants noirs, on parle de l'identité noire, de la culture noire. Et en fait, j'ai dit, on va s'arrêter 2 secondes et essayer de voir c'est quoi noir en fait. What is blackness? Et cette question s'est posée la première heure. Mais vraiment, les 15 premières minutes de notre arrivée, on était encore avec nos valises, on n'était pas encore dans nos chambres. Et la question de qu'est-ce que c'est que blackness? Et c'est ce que je trouvais hyper intéressant dans votre question. Moi, je vis aux États-Unis depuis 20 ans. Et je pense qu'il faut qu'on arrive, c'est ce que Maboula disait ce matin, il y a des conversations qui sont des conversations difficiles mais nécessaires. Aujourd'hui, cette question de coexistence des communautés, elle se pose de manière très très forte aux États-Unis. On l'a vu avec l'élection de Kamala Harris. Et en fait, il faut aussi pouvoir l'écouter. Moi, je suis dans une université où il y a 32 professeurs noirs, il y a 30 professeurs qui sont nés américains noirs. Tous les professeurs noirs de mon université sont originaires d'Afrique, d'Europe, de la Caraïbe. Il n'y a pas d'Afro-Américains noirs. Les bourses qui sont données pour promouvoir l'accès aux études au lycée, à l'université, à des Noirs, elles vont à des Africains, elles vont à des Caribéens, elles vont à des Européens. Mon université a mis un argent fou dans la création de mon centre. J'ai ma collègue qui s'occupe des ghettos qui sont créés, qui sont développés par la gentrification causée par mon université dans la ville. Elle ne peut pas avoir d'argent. Mais d'un autre côté, moi, si je veux faire une exposition au Louvre, on va me dire va dehors parce que je suis une wokiste, je suis un danger pour la France. Toutes les expositions que j'arrive à faire en France dans des endroits pour parler de la question noire, c'est parce que j'ai une amie afro-américaine qui a les clés parce qu'elle est afro-américaine. Donc on en parlait hier et le problème, et moi je pense qu'au lieu de dire ah mais toi tu es méchant, mais pourquoi le premier noir qui est élu aux États-Unis c'est un Kenyan, mais en fait et on voit comment ça nourrit des choses comme ADOS, African Defendant of Slaves, et on est en train de se faire prendre dans ce piège-là au lieu de se dire mais en fait this is how whiteness function, de nous mettre les uns contre les autres. Si moi je ne peux pas avoir de l'argent en France parce que je suis considérée comme un danger contre la République, mais que je peux avoir l'argent aux États-Unis,
Je vais le prendre et aller. Donc, essayer de déjouer ces pièges-là. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas poser ces questions, parce que ce sont des questions fondamentales où il faut aussi écouter d'où peut venir le malaise des autres. Parce qu'aujourd'hui, nous, on a, et je peux le partager, il y a des études qui montrent, et je vais vraiment m'arrêter là, très facilement, qu'un migrant sénégalais qui arrive à New York sans papier, au bout de 10 ans, qui conduit un taxi, peut avoir accès à un mortgage qu'un Afro-Américain qui est Afro-Américain depuis 11 siècles ne peut pas, parce que les banquiers, et c'est ce que Felwin disait ce matin, les imaginaires qu'on construit, il y a un imaginaire autour, et c'est assez incroyable quand on voit la manière dont plusieurs imaginaires peuvent coexister. Donc il y a ce migrant qu'il faut contrôler avec toutes les technologies, mais d'un autre côté, le banquier lambda se dit, le migrant sénégalais quand même, au bout de 10 ans, il arrive, c'est un travailleur, ils vont arriver travailler dans les magasins, ils vont arriver faire la plonge, ils vont arriver faire des taxis, mais la génération d'après, les enfants iront à l'université. Donc il y a cet imaginaire-là, et c'est pas le même imaginaire qu'on va projeter sur l'Afro-Américain. Il est paresseux, il est lazy, si je lui donne mon argent, il va le manger. Donc il y a ces choses-là aussi qui entretiennent une certaine rancœur entre les communautés, et qu'il faut comprendre, déminer, et ne pas juste se dire bah, mais ils nous ont accusés d'avoir vendu nos esclaves, ou ils détestent Barack Obama parce qu'il est noir. Et juste 2 petites secondes sur la question de l'IA. Moi, je travaille à Carnegie Mellon, l'université où l'IA a été inventée, et je pense que ça retourne aussi à cette question du capitalisme qui a cette puissance d'imaginer, de localiser un danger, de le scanner et de morph dans ce danger. On le voit, le green capitalism. On est en train de détruire la planète, on va y répondre en faisant du greenwashing. On est en train de tuer les Noirs, et on va y répondre en donnant de l'argent à toutes les communautés ou à des initiatives pour contrer le racisme, blackwashing. Et c'est pareil pour l'IA. Moi, je pense que il n'y a pas de solution à long terme pour moi, parce que on va dès qu'un problème est localisé, là, on va y apporter une réponse à court terme, mais dans le long terme, ce problème-là, au lieu de devenir quelque chose qui va être résolu, va être utilisé presque comme nous. Il y a vraiment une sorte de cannibalisme. Moi, je suis dans des raisons, et je vais m'arrêter vraiment là 30 secondes, je suis dans des choses très très simples. Je vous donne un exemple très simple, et on l'a vu dans son film. Il est dans une angoisse incroyable parce que son application Gmail a été effacée et il ne sait pas comment le réinstaller. J'ai travaillé avec des femmes qui se sont retrouvées pendant 1 an et demi sans allocation parce qu'elles avaient perdu le numéro de téléphone pour appeler les allocations, et qu'elles n'arrivaient pas à retrouver ça avec une triangulation de téléphone. C'est des choses très simples. Et le temps, on n'a pas le temps encore, l'énergie ou la projection pour trouver des grandes réponses. Il y a des choses très simples. Okay. 1 heure par semaine, on va faire des cours pour apprendre comment gérer ces technologies-là qui, pour l'instant, sont utilisées contre nous. Merci, Manfatou. Yasmine? Hello? Yeah, no. I don't know, I'm not sure what you're trying to say by saying hospitality is also the way how we wage a war, and what you're hinting to. But I feel that such a comment is a provocation, and I think that I can only read and understand it in front of American propaganda, because what do we know about wars today, and what do we think naively? We think that Europe lives in peace and America is a peaceful country. There's no war on American territory. There's no war on European territory. But why? Because they're waging the wars elsewhere. Since the Second World War, wars were displaced to other geographies, right? But those who are responsible for the wars are still the same people. So when I've been speaking about Palestine, and I know in the world people think the Palestinians are the savages that only know the language of war. Why are we today at armed struggle? Because after 100 years of oppression, and actually at least 30 years of full hospitality until those who came and were hosted in Palestine turned against their host, putting their knives into their backs. Today, after 100 years of enduring these, knife stitches,
there's no other possibility anymore than saying it's enough. We are not going to die smiling politely, saying, okay, this is what we have to obey to. So there's only an armed struggle left in that very locality and in that very struggle. And this is not a promotion for armed struggle, but we have to read war and struggle in its very context. And sometimes, unfortunately, we get to the point where weapons are necessary. And it's very difficult or very different to think about armed struggle with weapons versus war with technology, because we've been speaking a lot about technology, but technology, and as it's being developed and promoted as progress, is part of this entire warfare that has been developed for more than 100 years. Technology is developed to wage wars. And specifically the war in Palestine is a war where technology is tested on a population that is not deemed valuable enough to live in dignity. Merci. 2 minutes, il nous restait 1 minute, 2 minutes. 1 minute for you and 1 minute for... Okay, 2 minutes. Okay. No, I actually just wanted maybe to highlight, because earlier there was a reference for... Sorry? Oh, sorry. I just wanted to highlight the reference earlier that was mentioned of Frantz Fanon. And people love to sort of skip about him talking about violence. There was a very clear mention of that sometimes a greater violence is needed to deal with the violence imposed, right? And that, we need to sort of kind of be a bit more comfortable with that idea, because as mentioned, like for example, the spatial imprint, and maybe I just highlight this aspect of spatiality, is that the biggest part of this kind of military hosting of a lot of the political ideas that we're having to sort of deal with, is it started off with certain spatial imprints and mapping, really, that have been laid out, and now we deal with the consequences of that, right? So and the fact that we inhabit that political imaginary is the very sort of issue, is that we need to find a corridor that lets us escape this political imaginary, because that is kind of the enclosure that's messing up kind of our lives. Thank you. Thank you. Fatou Seydi. He's like, don't take too long. Okay, I'm gonna try not to take too long. Yes, in Senegal, we do have to have that conversation in our families about how do we move, why do we move, what is taking, and what are we putting on other people, on our children. When I receive, every Saturday in my house, I have 8 babies that comes to my house every Saturday. The youngest one is 14, he crossed the border. The oldest one is 22. My daughter just turned 20. So when I see young boys at that age harboring the responsibility to feed mom and dad, I have a very critical view about my own family, about your family, about everybody's Senegalese family. So we're gonna have this laundry somewhere, but we do have to wash that laundry, and we do have to deconstruct that. Because at 14, my father did not put on me or any of my brother the responsibility to feed my family. So we have to address that, because I see them coming, and I'm the one receiving them, painfully. Thank you. The African American struggle, the African and African American struggle only exists because, one, yes, we sold our people. We have to acknowledge that we did it. However, coercion or what, we were part of that conversation, right? The other thing is what she said. We also come to the US and we benefit from a system of discrimination against our cousins. So the third thing is, I tell everybody all the time, me, myself, or my African American brothers and sisters, whose conversation are we upholding? Because somebody told me that this Black American was lazy,
but somebody also is making sure that the Black Americans are not thinking good about me. So whose conversation are we upholding? That is for us to, look, it's in my head. That is for us, that is for us to interrogate, right? And the third thing is when we talk about hospitality, right? Right. For the hospitality, right? I'm gonna close it. We have to continue to address and to deconstruct what it is, right? And to also take it beyond the simple act of kindness. But what are we reclaiming? And knowing that when we reclaim what it is, we are creating and reinforcing this shared humanity. But also to talk about those that are departed, because we also deal with those that die, and how do we make sure that they get home peacefully? Thank you.